Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 841 du podcast Touchdown Actu Maté. Très heureux de vous accueillir pour débriefer la dernière semaine de la saison régulière NFL. À mes côtés, Victor Roulier, bonjour. Et bonjour Alain, bonjour à toutes et bonjour à tous. Victor, Doug Peterson est viré. Voilà, je le dis parce qu'on l'a appris pendant le générique. Écoute, une légende pour certains d'entre nous, dont moi, un entraîneur moyen pour la majorité des gens, mais ça arrive. C'est vrai qu'il y a un titre avec les Eagles quand même. Je suis en train de voir. En fait, je dis on l'a appris pendant le générique parce que je suis en plein. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête l'enregistrement parce qu'il faut que j'écrive l'article ou est-ce que quelqu'un peut écrire l'article ? Je suis en train de demander partout dans la rédaction. On va commencer le sommaire. J'espère que j'aurai pas à m'interrompre et à faire du montage. En tout cas, on va parler, Victor, des Buccaneers et des Broncos qui sont les derniers qualifiés pour les playoffs et des Lions qui sont les rois de la NFC. C'était les dernières intrigues de la saison régulière. Les voilà réglées. Ce sont logiquement nos affiches de la semaine. On a conclu en beauté, non, la saison régulière quand même, Victor. Bah écoute, j'ai commencé ce dimanche avec aucune attente, pour être honnête, parce qu'il n'y avait pas quand même théoriquement beaucoup d'enjeux. Mais j'oublie tous les ans que 90% de joueurs en NFL n'ont pas de contrat garanti et joueront jusqu'au bout comme des malades, quoi qu'il arrive. Et on a vu des équipes comme les Falcons, les Buccaneers, ou les Commanders ou les Packers qui jouaient contre des équipes qui n'avaient plus rien à jouer et pourtant qui se sont défoncés. On a vu des Patriots qui sont passés du premier choix au 4e choix, ils en parleront demain, mais c'est la preuve qu'on a quand même la chance d'être dans cette ligue où, même éliminées, en fait, toutes les équipes jouent jusqu'au bout et c'est assez remarquable. Ouais, c'était plus divertissant que prévu, clairement. On va commencer par la fin. Les Lions contre les Vikings, 31-4 pour les Lions. Duel de titans offensifs annoncé, qui a quand même accouché d'un petit match, finalement. 31-9, 31-4, 4 oui, ça aurait 31-9. été original pour le coup. C'est vrai. Non, 4, ça aurait été très original. Non, oui, mais... tu peux faire ça qu'avec 2 safety, non ? Ouais, je pense. Il y a pas une histoire, il y a pas une règle obscure où tu peux marquer un point, je crois. Peut-être. Bref, du coup, c'était quand même pas le choc attendu. Alors, oui, certes. Mais par contre, le score est extrêmement trompeur, je trouve. Oui. Parce que, il y a ces 2 touchdowns en fin de match, mais au milieu de 3e quart-temps, il y a 17-9. Et les Vikings, en fait, ont perdu ce match dans le 2e quart-temps. Ils ont perdu ce match dans le 2e quart-temps parce qu'ils sont en first and goal. Ils se font repousser turnover and downs. Il y a une interception tout de suite, ils sont à nouveau en first and goal, ils jouent un field goal. Et 2 positions plus tard, ils sont à nouveau en first and goal et ils jouent un field goal. Et en fait, d'avoir pris 6 points sur ces 3 possessions-là, ils ont laissé passer leur chance et après c'était fini. Donc je trouve qu'en fait, ce sont les Vikings qui nous ont privés d'un grand match, parce que des Vikings sérieux mènent de 10 points à la mi-temps, et là c'est plus le même match. Après, ils sont quand même maintenus sous les 200 yards. C'est pas une grosse soirée pour les Vikings. Non, c'est pas une grosse soirée, mais parce qu'en 2e mi-temps, ils ont totalement déjoué. Je pense que la dynamique aurait peut-être été totalement différente s'ils avaient réussi en fin de première mi-temps. Seulement 50 yards aussi pour Justin Jefferson. Sam Darnold fait un tout petit match à 18 sur 41, 166 yards. Sam Darnold, c'est quand même un peu la déception de ce match. Ah bah, il a pas été bon. Parce que je parlais des first and goal, il y a notamment la 2e série où Justin Jefferson est seul dans la end zone 2 fois de suite et il loupe la passe, quoi, en fait. Il fait juste des passes trop puissantes. Oui, ça a été le pire match de Sam Darnold cette saison, de très loin. Il n'y a pas grand-chose à sauver de sa performance. Je pense que on peut, pour une équipe qui a quand même 14 victoires, on peut parler de match accident. Ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, ils seront aussi mauvais. Mais clairement, tout ce qui a marché cette saison n'a pas marché là.
Je suis désolé, j'ai un tout petit moment de flottement, t'as vu dans mes relances, Victor, il faut le dire, c'est parce que j'ai mis en ligne le début de l'info Doug Peterson sur le site, en même temps que tu parlais, j'en profitais. Tu es polyvalent, c'est beau. Oui, j'essaye, mais la preuve, ça veut dire que j'ai mal fait l'article et que j'ai mal fait mes relances, donc c'est pas forcément à conseiller dans toutes les écoles. Seulement 54 yards, j'ai dit, pour Justin Jefferson, un petit Sam Darnold, beaucoup de pression sur Sam Darnold quand même, 48,9% de ses tentatives, il était sous pression, il termine à 0 sur 4 dans la zone rouge, tu l'as dit. Il y a un défaut quand même dans la finition, tu le disais, sur l'efficacité, qui contraste avec l'efficacité des Lions sur leurs fondamentaux, j'ai envie de dire. J'ai l'impression qu'ils ont retrouvé quand même leurs fondamentaux qui étaient on est agressif sur quatrième tentative, le touchdown qui débloque le match est sur quatrième tentative, par exemple, c'est pas anodin. On a l'impression que les Lions, eux, ils ont plus retrouvé leurs fondamentaux, peut-être grâce aussi à leur expérience. Oui, et puis ils sont repartis la tête à première au sol. On a vu qu'ils ont mis un peu de temps à, on va dire, digérer l'absence de Montgomery. Là, ça s'est bien passé. Tu l'as dit, la défense, mine de rien, est quand même le retour inattendu de Anzalone, qui s'est littéralement cassé le bras il y a 2 mois et qui a joué 64 snaps sur 65. Je veux pas savoir ce qu'ils lui mettent dans le corps, mais en tout cas, il a joué. Et ça reste le capitaine de cette équipe. Et si c'est pas le joueur le plus talentueux, ça reste quand même le leader. Et on a senti une défense qui était différente quand même. Il y a une différence avec et sans lui. Et j'ai l'impression que tous les joueurs étaient peut-être un peu plus impliqués, un peu plus agressifs. Je pense qu'ils ont eu un flottement là, de quelques semaines. Alors, flottement, tout étant relatif, hein, puisqu'ils sont premiers de la NFC. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient flotter comme les Lions. Mais pour le coup, là, oui, on a l'impression que ça y est, ils sont refocus au bon moment. Il y avait 10-9 dans le troisième quart quand Jahmyr Gibbs a marqué. Il en a ajouté 2 autres pour tuer le match. Jahmyr Gibbs, c'est un match tonitruant, 23 courses, 139 yards, 3 touchdowns. Il y a aussi 5 réceptions, 31 yards, 1 touchdown. Je ne vais pas dire qu'ils sont mieux sans David Montgomery, mais on a quand même un Jahmyr Gibbs là, qui prend une dimension assez dingue sur les dernières semaines. Oui. Bah, de toute façon, c'est vrai que c'est un joueur qui était déjà un complément parfait d'un duo extraordinaire. Et là, il est en train de montrer qu'il peut être un running back solitaire, entre guillemets. Ce qui n'est pas toujours gagné. Donc, pour le coup, grosse performance. Il va falloir garder cet état d'esprit la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines en play-off, puisqu'ils ont la chance d'avoir cette semaine de repos. Et ouais, l'enjeu c'était quand même la semaine de repos. Et en face, et à côté de lui, je veux dire, Jared Goff, mais face à la performance de Sam Darnold, quand on regarde celle de Jared Goff, 27 sur 33, 231 yards, un touchdown, 2 interceptions. Alors les stats sont plutôt flatteuses à la fin, mais je te vois souffler, hocher la tête, t'as pas l'air content. Bah, 2 interceptions, honnêtement, il est plutôt chanceux, hein, parce qu'il y en a 3 ou 4, c'est pas un scandale. Hein. Il a pas été bien meilleur que Darnold. C'est difficile d'être pire, certes, mais il n'a pas été bien meilleur. Ça a pas été du grand Goff, et je dois avouer que, à mon humble avis, scénario catastrophe où les Lions se font sortir des playoffs, ça sera par une mauvaise performance de Goff. Parce que clairement tout le reste a l'air très constant. Mais même si j'aime bien Jared Goff, il y a eu la semaine à 5 interceptions, il y a ce match-là. Il y a quand même des semaines où il n'est pas là, quoi. Pas là au niveau attendu du quarterback de l'équipe numéro 1 de NFC, encore une fois. Je me fais l'avocat du diable, mais il y a quand même des moments où il est là dans les moments chauds. Ce qui est aussi le propre d'un bon quarterback. Oui, enfin, dans les moments chauds, c'est surtout son running back qui était là, mais oui. Il y a quelques passes importantes. Non, j'entends. Mais on va dire que c'est toujours pareil, il faut être plus sévère avec ces équipes-là, dans le sens où on parle d'équipes qui jouent le titre. Hein, donc on va dire que par rapport à la perfection offensive qu'on a vue des Lions plusieurs fois cette saison, quand ça va pas, ça vient souvent de Jared Goff. La défense perd Terrion Arnold, encore une blessure. Il y avait déjà pas mal de monde sur le banc, mais il continue de performer parce que mine de rien, on a beaucoup parlé de Sam Darnold, on a beaucoup parlé des Vikings, mais il faut rendre aussi à cette défense quand même ce qui lui appartient. Il limite une attaque très dynamique et les meilleurs receveurs ou certains des meilleurs receveurs de la ligue, en tout cas je pense à Justin Jefferson sur ce match. C'est aussi quand même une défense qui surprend du côté de Détroit sur ce match-là à minima.
Qui surprend, je sais pas, mais en tout cas, j'ai dit, le retour de Anzalone a fait du bien. On voit une équipe solide. Bon, bien sûr, il y a toujours les absences, mais Zadarius Smith, qui a été recruté, entre guillemets, pour remplacer Hutchinson, s'il n'est pas forcément au niveau de Hutchinson, il reste un très très bon complément. Et c'est vrai qu'on a quand même toujours ce côté un peu next man up chez eux, c'est-à-dire il y a des blessés, le remplaçant arrive et performe. Ça, c'est du coaching aussi. Hein. C'est la force du coaching de réussir à impliquer tout le monde tout le temps et de tirer le meilleur de tous les joueurs. Donc là, pour l'instant, ça suffit. Encore une fois, j'espère que s'ils se font sortir des playoffs parce qu'ils n'ont pas été bons, c'est un point. S'ils se font sortir des playoffs à cause des blessures, ça me ferait mal pour eux quand même. En tout cas, la réponse, ce sera dans 2 semaines. Tu l'as dit, les Vikings devront se déplacer chez les Rams. C'est quand même rare d'avoir une tête de série numéro 5 à 14 victoires et 3 défaites. C'est quand même assez dingue. Ils seront tête de série numéro 5. Ça veut dire qu'ils se déplaceront. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se déplacent à Los Angeles. Avec 2-3 places achetées, normalement, ils se retrouvent à domicile. Ah oui, ça par contre, oui. Mais ça c'est sûr. Mais affronter McVay en playoff, tu sais, on en reparlera dans la preview. Mais il y a certains trucs que j'aimerais pas si j'étais joueur NFL. Et affronter McVay en playoff, ça fait partie des choses, même s'ils seront favoris, évidemment. C'est pas le truc qui me rassure le plus. Et avant de passer au prochain match, Brian Daboll est viré. Ah, c'est beau. Alors, on apprend tout ça en direct au moment où on enregistre. Bon, vous pourrez faire le lien avec les horaires. Parce qu'on a trop discuté avant le podcast. Parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'on aurait pu déjà commencer à enregistrer il y a 45 minutes. Je crois qu'on aurait pu même finir en fait avant ça. Et pour tout te dire, c'était mon plan d'enregistrer tôt, c'était que je me disais pour le Black Monday derrière, comme ça je suis un peu bordé, je devrais être dispo s'il y a besoin. Mais voilà, donc du coup on a bavardé, je suis énormément bavard avant les émissions, donc on a parlé pendant 45 minutes. Donc voilà, donc on est en plein dans les licenciements. L'occasion de préciser que vous entendrez parler évidemment de tous ces débriefs de coach dans l'émission de demain. Ce sera un peu le gros morceau quand même. On va faire voilà, je suis en train du coup de garder un œil en même temps sur le chat et les infos et tout ça. Bon, donc Brian Daboll et le manager Joe Schoen. Joe Schoen aussi, d'accord. Ah non, pardon. Ah mais non, attends, j'ai mal lu. Autant pour moi. J'ai vu passer communiqué des Giants. Ils ont publié un communiqué pour dire qu'ils restent. Ah, écoute. Waouh! Alors ça honnêtement pour moi ça demande au moins autant d'analyse que certains licenciements parce que. Écoute, au niveau des Jaguars, que Peterson soit licencié c'est une chose, mais j'ai vu sur le chat que Balke reste en general manager et ça c'est beau aussi. Cette mission suicide. Écoute, n'empiétons pas sur demain parce que déjà qu'ils ont pas beaucoup de matchs sympas. C'est un peu la seule chose qu'ils vont avoir de fun à débriefer. C'est vrai. Donc laissons-leur la primeur. Mais je suis scotché pour Daboll quand on voit les dernières semaines les joueurs qui disaient quasiment ouvertement que ils comprenaient pas les décisions prises, que machin, que truc. Il y a des franchises qui aiment bien souffrir quand même. Eh ben écoute, en tant que fan des Eagles, j'ai envie de te dire bonne décision. Oui, là, régale. Continuez. Je pense que t'as des franchises, on fait un aparté parce qu'on est bavard aujourd'hui, mais il y a des franchises où à la limite t'es habitué à ce que tes dirigeants ils soient bons, tu vois, genre Ravens, trucs comme ça et tout, et tu te régales quand même quand tu vois les autres qui font toujours les mêmes erreurs quand même, parce que alors les Ravens, j'allais dire, ils peuvent pas dire ça, j'allais dire parce que c'est un régal quand c'est dans la même division. Bon, ils sont dans une division qui est plutôt globalement bien gérée, les Ravens. C'est pas le bon exemple, mais comme tu dis, quand t'es fan des Eagles et que tu regardes un peu ce que font, alors moins les Commanders cette année, mais ouais, il y a quelques, ça me rappelle quand tu sais, quand t'étais fan des Pats et que tu regardais la FC Est, quoi. Tu regardais les 3 autres s'autodétruire constamment. C'était affligeant. Ouais. Tu te disais, vous avez besoin qu'on joue ou pas? Parce que on peut faire ça, visiblement. Ouais. Tu sais que ce soit à la draft, à la free agency, les coachs, etc. T'as des franchises. Même si elles essayaient, elles pourraient pas prendre les bonnes décisions. Alors je crois qu'elles essayent même plus, tu vois. Et elles font genre, franchement, les proprios, ils sont là, ils font, la valeur de la franchise elle grimpe, non? Bon on va continuer comme ça, je crois. Il y en a quelques-uns pour qui c'est exactement ça. Il y en a qui sont plus impliqués que d'autres. Ouais. Mais il y en a qui ont gardé les équipes pour des raisons historiques, familiales, ce que tu veux, et ça change. Mais regarde, si on prend l'exemple des Eagles, avant les années 90, les Eagles c'est une franchise de lose
pendant 30 ans. Et bizarrement, quand tu as un propriétaire impliqué, tu commences à gagner des matchs, à aller régulièrement en play-off, voire à gagner une bague. Il n'y a pas de secret, ça part d'en haut. Hein. C'est ce qu'on dit toujours, hein. Le poisson pourrit toujours par la tête. Exactement. C'est ce qu'on dit toujours. Allez, en parlant de poisson, on va au bord de la mer. Chez les Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints, 27-19 pour les Buccaneers. Ils se sont fait très peur. C'était censé être un match facile contre une équipe ravagée par les blessures. Et pourtant, les Saints menaient 10 points à la mi-temps. Ils menaient même 19-13 au début du dernier quart. Et Baker Mayfield s'est déchaîné dans le dernier quart. Tant de touchdowns pour Jalen McMillan pour passer devant. Un autre drive bien mené derrière. Baker Mayfield, quand même, sacré leader, Victor. Ah bah oui, je veux pas être vulgaire, mais il a posé des choses sur la table. On l'a tous pensé. Voilà. Clairement, en plus, c'est vraiment le match catastrophe. Rien ne se passe bien. Au milieu du troisième quart, il y a même le punter qui loupe son punt, ça fait 20 yards. On se dit vraiment, là, c'est le match catastrophe. Ils vont sortir, c'est terrible, etc. Et puis, j'ai envie de dire à la Baker Mayfield, c'est-à-dire ça a pas toujours été beau dans ce match, mais ils se sont battus comme des chiens jusqu'à la dernière minute. En plus, McMillan est vraiment en train de devenir un phénomène. Non, ça a été à l'image de ces Buccaneers. C'est pas toujours beau, mais alors qu'est-ce que ça se bat ? Et franchement, bon, en plus les Falcons sont perdus, mais franchement, dans cette division d'enfer là. C'est bien la seule équipe qui méritait à minima d'être en play-off. Hein. Oui, on a frôlé la catastrophe, hein, quand même. Mais on revient à lui, mais Baker Mayfield, 7 courses pour 75 yards, c'est le plus gros total en carrière dans les deux catégories, apparemment. Ce qui n'est pas étonnant, c'est pas le mec le plus mobile du monde. Il y a une course de 28 yards sur une 3e et 14 sur le dernier drive. Ouais. C'est vraiment le symbole quoi, du mec qui lâche rien. Et puis, il y a cette 4e tentative pour McMillan. Enfin, il n'y a que des actions clutch. Hein. Globalement, Moi, je le dis, le même match est réalisé par Mahomes, Allen ou Lamar Jackson, on aurait eu 15 vidéos de highlights depuis ce matin sur tous les réseaux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que Baker Mayfield, et pourtant c'est un ancien numéro 1 de draft, je sais pas si c'est le fait qu'il ait été coupé par sa première équipe ou... C'est aussi le fait que les Buccaneers, avec le respect que j'ai pour eux, en termes médiatiques aux États-Unis... C'est vrai. C'est pas New York, c'est pas Los Angeles, même en Floride, c'est pas Miami, quoi. Enfin, non, c'est vrai. C'est-à-dire que sans Tom Brady, t'as du mal à attirer un peu les regards, mais sa saison, 41 touchdowns, 16 interceptions, 4500 yards, quoi. Oui, et puis, mine de rien, il gagne un 3e ou 4e titre de division d'affilée. Ouais. La seule fois où ils gagnent pas leur division sur les dernières années, c'est l'année où ils gagnent le titre. Honnêtement, il y a combien d'équipes aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils ont été en play-off autant que les Buccaneers depuis 10 ans ? Pas beaucoup. Ouais, et puis c'est quand même une équipe l'an dernier qu'on vendait reconstruction. Est-ce que Mayfield ce sera une transition après Brady ? Est-ce que machin ? Et franchement, ils s'en sortent hyper bien. 7 touchdowns en 5 matchs pour Jalen McMillan, tu l'as évoqué. Ils ont aussi trouvé une belle pièce parce que, mine de rien, la blessure de Chris Godwin, c'était inquiétant. Donc, ils ont bien comblé le vide aussi là-dessus. La défense qui s'est bien reprise. Ils autorisent qu'un field goal en deuxième mi-temps. C'est des ajustements ou c'est les Saints qu'on calé si on revient au scénario du match ? Non, je pense qu'il y a des ajustements et je trouve que l'apport des jeunes, c'est un peu partout parce qu'on peut en parler en défense aussi, on peut en parler au niveau du coureur avec Bucky Irving. J'ai l'impression que vraiment c'est une équipe qui tire entre guillemets le meilleur. C'est un effectif qui était un peu vieillissant avec des cadres, ça fait plusieurs années qu'on se dit oui, bon, ça sent peut-être à fin de cycle, etc. Et finalement, ils sont en train de réussir un rajeunissement assez doux de leur effectif. Et franchement, bravo à eux parce que ça se passe très bien. Les Saints avec Spencer Rattler, qui n'a pas été mauvais, 26 sur 42, 240 yards, un touchdown. Est-ce que, là, pour les équipes, parce qu'on va beaucoup parler aussi là d'équipes qui sont en fin de saison. Alors là, les Saints, c'est les premiers, mais demain, il y en aura beaucoup. On va essayer d'ouvrir un peu vers la saison prochaine, trouver un motif de satisfaction de cette année ou d'espoir pour la prochaine. Est-ce que Spencer Rattler, il peut mettre un doute au poste de quarterback ou je vais chercher trop loin là ?
En soi, le problème des Saints c'est toujours le même depuis des années, ce qu'ils vont commencer à free agency à moins 80 millions de cap, comme tous les ans. Ils finiront par être dedans, mais ça va nécessiter de restructurer, de recruter moins flashy, etc. Que faire de Derek Carr? Parce que je crois que Derek Carr, c'est 50 millions si tu le coupes. Donc, ils peuvent pas vraiment se permettre. Donc, ça veut dire que par défaut, tu continues un an avec Derek Carr. Je pense qu'en vrai, ce qui va se passer, c'est un statu quo du côté des Saints. Moi, j'aimerais, pour cette franchise, qui est vraiment 2 ans de purgatoire, ils purgent tous leurs contrats de merde, etc. Et qui repartent sur des bases, parce que j'ai l'impression que là, ils se sont enfermés dans un truc et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Honnêtement, oui, ça peut être Carr, oui, ça peut être Ratter. J'ai envie de dire, peu importe. Et sur ce match aussi, on a vu les gros problèmes qu'ils ont sur la ligne offensive. Il y a des blessés, certes. Mais comme on ne sait même pas si Ramsey reprendra le cours de sa carrière ou quoi, il va falloir s'occuper de ça aussi à un moment. Bah, ça dépend si Eric revient jouer avec lui. Ah oui, c'est beau ça. Bravo monsieur. Allez, c'est cadeau. Bon, en tout cas, comme tu le disais, ils ont étalé tellement de contrats, je suppose qu'ils ont du salary cap jusqu'à 2045 à de peu toute près, façon. ouais. Donc voilà. Les Buccaneers joueront les Commanders à Tampa dans la nuit de dimanche à lundi. Ce sera à 2h du matin. Denver Broncos 38, Kansas City Chiefs 0. Alors, c'était pas vraiment le match de l'année. On voulait en parler parce que dans cette émission, on voulait traiter des équipes qui ont pris les dernières places en play-off, qui restaient à prendre. Les Broncos, il fallait qu'ils gagnent pour aller en play-off. Coup de bol, ils ont joué les remplaçants de Kansas City, peut-être même les remplaçants des remplaçants, parce qu'à la fin, on a eu Chris Oladokun, le 3e quarterback des Chiefs, qui a pris plus de sacs qu'il n'a lancé de passes, c'est-à-dire qu'il a pris un sac et il a lancé 0 passe. C'était quand même assez baroque. Bonix a complété ses 18 premières passes pour permettre à son équipe de mener 21-0. Il n'y a pas eu de match derrière, il s'est même reposé le dernier quart-temps. Sa fiche finale est plutôt coquette quand même, 26 sur 29, 321 yards, 4 touchdowns, aucune interception. Est-ce que ça reste impressionnant quand même, malgré le fait que c'était le practice squad quasiment en face? Bien sûr. C'est jamais facile en NFL. Hein. C'est jamais facile. Alors oui, c'est un peu plus facile quand il n'y a pas été titulaire. Mais enfin, tu as dit 26 sur 29, 4 touchdowns. Bon, c'est quand même pas facile à réaliser en général. Donc oui, non, super performance. Alors il y a un touchdown qui est un peu comique parce qu'il est dévié 2 fois par les défenseurs pour finir dans les bras de CVV, je crois, ou Vélé, pardon, qui le réceptionne. Mais non, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Moi, écoute, Bonix, il me fait manger mon chapeau depuis maintenant un certain temps cette saison. C'est un magnifique game manager et vous savez, si vous me suivez, que game manager n'est pas une insulte dans ma bouche. Tom Brady était un game manager, c'est un style de jeu. Ce n'est pas c'est pas une mauvaise chose. Et je trouve que non, c'est intelligent, il a des automatismes, il n'a quand même pas les meilleurs receveurs du monde, mais il en tire le meilleur. Franchement, performance extraordinaire. Et même si sur le papier, Bills Broncos, c'est peut-être le match le plus déséquilibré de ce premier tour de play-off, bah, ils vont arriver avec une confiance archi maximale. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Ah bah c'est une bonne répétition hein, globalement. Ah bah tu vois, genre si t'es Djokovic et puis que tu peux prendre le 100e mondial pour ta qualif au lieu du 3e. Moi, le seul truc que j'ai bien. pas compris, c'est pourquoi à 31-0 tu continues à faire jouer Bonix. Enfin, moi j'ai envie de dire, tu sais que t'es en play-off, fais-les se reposer, évite une blessure. Enfin. Oui, bon après là ils étaient chauds, mais bon. Moi, je suis pareil, hein, je suis comme toi, c'est-à-dire que ça reste des professionnels en face. C'est un très bon match. Bonix est très bien géré par Sean Payton. Ils ont fait du très bon travail tout au long de la saison. Il y a une montée en puissance. C'est très bien, etc. Après, c'est quand même difficile de tirer beaucoup plus de ce match que l'important, c'est les 3 points et la qualif et la confiance. Mais les stats sont assez dingues. Je sais pas si j'ai déjà vu un tel massacre statistique en NFL. C'est-à-dire que 479 yards pour les Broncos, 98 pour les Chiefs, 29 first down à 5, 42 minutes de possession à 18. Et je vais pas mentir, c'est sûr que quand tu vois en face, je ne sais pas si j'étais totalement au courant de qui était Nico Remigio.
le meilleur receveur des Chiefs sur ce match, qui a capté les 2 premières passes de sa carrière. Bon, voilà. C'est vrai que dans un monde idéal, on aurait des matchs avec un peu plus d'enjeux. En dernière semaine, la petite déception pour toi quand même, Carson Wentz, qui malheureusement n'a pas réussi son entretien d'embauche là. Oui, bah écoute, la mission rédemption de Carson Wentz qui n'a pas malheureusement réussi. Je dois t'avouer que pour le coup, même moi qui regarde quand même pas mal le football universitaire, il y a 2-3 noms, tu parlais de Rémi Dio, mais il y a 2-3 noms où je me suis dit, mais c'est qui ce type quand même ? Donc en général, tu vois, même si je me souviens plus exactement où ils étaient, machin, j'ai déjà entendu le nom. Là, je dois t'avouer qu'on en était quand même à ce point-là. Mais c'est vrai que non, t'as senti une équipe qui était démotivée et t'as senti un Carson Wentz qui était pas en rythme. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, et puis après, bon, il n'y a pas de... Enfin, il joue avec les remplaçants des remplaçants, donc c'est pas évident non plus. Oui, enfin, il a le droit d'en faire un peu plus que de juste rester comme une statue au milieu de ça. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de débats dans les commentaires du site sous ce match sur le thème. Les Chiefs ont même pas fait l'effort, c'est un peu... je sais pas comment dire, c'est pas dans l'esprit, etc. Après, on peut pas leur reprocher d'être qualifiés. C'est vrai que c'est embêtant ce genre de match parce qu'on a l'impression que ça fausse un peu la course au playoff, mais on peut pas non plus reprocher aux Broncos de jouer leur chance. Enfin, il y a pas de solution idéale pour ça. De toute façon, ils vont pas faire jouer leurs joueurs et risquer de se blesser pour faire plaisir aux Broncos et aux Bengals, quoi. Bah, moi, je vais être un peu plus méchant que ça. T'as l'opportunité d'éliminer Burrow des playoffs. Parce qu'à l'époque, t'as pas le résultat de Miami. Et je suis désolé, t'as pas envie d'affronter Joe Burrow en playoff. Ouais, alors je voulais y venir aussi. En effet, par ricochet, tu peux dire, ils ont voulu sortir Joe Burrow des playoffs. Tu penses que c'est rentré dans l'équation dans leur tête ? Je sais pas si c'est rentré dans l'équation toutes les têtes, mais en tout cas, moi, si j'étais Andy Reid, ça serait rentré dans ma tête, en tout cas. Leurs titulaires, juste pour quand même parler 2 minutes des Chiefs, leurs titulaires n'auront pas joué du 24 décembre, du 25 décembre, pardon, de Noël, jusqu'au 18 janvier. Ça fait un très gros trou. Hein. Alors, oui, il y a beaucoup d'équipes où ça me ferait peur, mais vu que la spécialité d'Andy Reid, c'est sorties de bail et les longs trucs comme ça... parce qu'il l'a fait souvent, même aux Eagles, début des années 2000, ils avaient souvent la baille, etc. En général, il arrive à bien gérer ça. Mais je suis d'accord que ça reste particulier. Ouais, c'est 3 bonnes semaines. Hein. On revient aux Broncos. La défense a aussi été impeccable. On a beaucoup parlé de l'attaque. Pareil, il faut maintenir à 0 une équipe en face. Oui. Bah écoute, moi je trouve surtout que... semaine après semaine, Nick Bonito est quand même en train de devenir un top pass rusher de cette ligue. Et déjà, tu vois, on disait au début de la saison, cette défense, elle a pas de gros noms, etc. Si déjà t'as un top pass rusher et un top cornerback, bon, c'est déjà des fondations. Puisque, bon, Pat Surtain, défenseur de l'année, je n'en démordrai pas. Hein. Pour moi, il le mériterait. Je sais pas s'il l'aura parce que c'est très ouvert, mais il le mériterait. Donc je trouve globalement que oui, c'est une équipe qui est en total progrès. Cette défense, elle semble toujours aussi solidaire. En fait, ce qui est impressionnant, c'est ce côté organisé, quoi. Toutes les équipes ne sont pas capables de faire des matchs entiers sans un seul problème d'assignation, de machin, etc. Sur ce match-là, encore une fois, on peut nuancer autant qu'on veut, mais fallait le faire, ils l'ont fait, donc bravo. Et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 841 du podcast en rappelant que Denver jouera les Bills au premier tour des playoffs et forcément ils n'auront rien à perdre et on en reparlera dans les previews. Je vous rappelle d'ailleurs, tant qu'on est dans les notes programme, les matchs de playoffs, il y en aura sur W9 toutes les semaines et on a appris aussi aujourd'hui que ce serait le match entre dans l'autre sens, les Ravens à domicile et les Steelers qui viennent jouer. Ce sera dans la nuit du samedi au dimanche à 2h du matin. Je serai au commentaire avec Grégory Richard si je ne me trompe pas sur le planning. Voilà, donc on aura des matchs encore une fois un par semaine sur W9 et le Super Bowl sur M6. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous en avez envie et évidemment merci de nous écouter comme toujours sur les ondes de TD Actu. Merci beaucoup Victor. Merci Alain, merci à toutes et merci à tous. On te retrouve dans la preview en question d'ailleurs je crois. On me retrouve dans la preview, oui exactement. Merci encore Victor, merci à vous de nous écouter et à demain pour les coachs et le débrief du reste de la semaine. Ciao ciao.
news, analyse, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.